l'atelier permanent des soins que j'ai le plaisir et l'honneur et tout d'animer. Alors, peut-être en ma qualité de membre du CODAM UPS-TS, on peut en causer tout à l'heure du 68, parce que j'ai la fierté d'être orinois. Le thème, c'est uniquement permanence des soins à, donc comme ambulatoire. On s'était fixé dans le COPIL de parler de aussi PDS, ES, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Et je ne pense pas qu'il y ait des spécialistes qui vont être en manque de PDS, ES. Je pense qu'il n'y a peut-être que des généralistes. Hein. Alors, j'ai le plaisir d'avoir comme expert Dr Guylaine Kiefer, hein, que je ne présente pas, mais qui est la responsable de la commission de permanence des soins à l'Union. C'est une commission qui existe, je crois, depuis toujours, donc depuis 20 ans. D'accord ? Non, je n'ai pas dit ça, c'est la commission. C'est la commission. Et c'est, je pense, l'une des plus importantes commissions de l'Union. Madame Tatiana Kirstetter, qui est responsable du département ambulatoire et formation des professionnels de santé à l'ARS et qui est l'une de nos partenaires, j'allais dire, je vais dire personnellement, enfin préféré, ok. Et puis il y a mon vieil ami Philippe Culling, qui a été mon prédécesseur, parce que dans une vie antérieure, j'ai été président de section généraliste, et il l'a été avant moi. Salut mon cher. Et donc actuellement, maintenant il est ordinal, et donc on lui a confié la lourde tâche de nous parler de devoir et de volontariat. Mon Dieu, on va voir ce qu'il va nous dire, et vous aurez le droit de poser des questions si ça ne suffit pas. Ok. Alors, c'est Guylaine qui commence, hein, si tu veux bien. Ouais. Ça va être compliqué. Alors, non. Ah, ben oui, c'est gentil. Super. Voilà. Donc, on va pas faire très très long. Hein. On va pas rentrer dans les détails de l'organisationnel au plan national, de tous les textes et décrets, mais on va essayer juste de cibler, de recadrer un petit peu le contexte de la permanence de soins. Et puis surtout, c'était aussi l'idée d'être pratico-pratique, encore une fois, s'il y a quelques jeunes qui nous écoutent, pour savoir finalement qu'est-ce qui les attend en termes de PDSA en cas d'installation. Parce qu'on pense que c'est quand même ça qui les intéresse en premier. Alors, un bref historique quand même de la PDSA. Faut savoir qu'avant 2002, la fameuse grande grève de 2002, la garde, elle était organisée, je dirais, à l'ancienne, hein, puisque les médecins prenaient leur garde à leur domicile. Souvent, c'était leur épouse qui répondait aux appels et ne faisait que des visites. Et il n'y avait pas, je dirais, ni de tarifs particuliers, ni d'organisation, ni de principe de territorialisation, ni de versement d'astreinte. C'était la garde à l'ancienne, qu'on se répartissait entre confrères d'un même village, d'une même ville, voilà, à la bonne entente, on va dire. Alors, cette grande grève des gardes de 2002, qu'est-ce qu'elle a eu pour conséquence ? Ça a été assez catastrophique pour les SAMU Centre 15, puisque, du coup, tous les appels sont arrivés brutalement dans les Centres 15, et ce qui a été vraiment l'occasion de grandes difficultés de prise en charge pour eux. Et donc, une prise de conscience d'une réorganisation vraiment nécessaire de cette permanence de soins. Alors cette permanence de soins, du coup, eh bien, on en a défini les horaires, hein, comme vous le savez, 20h, 8h, du samedi midi au lundi matin, 8h. On a mis en place progressivement une régulation libérale dans les centres 15 ou ailleurs, mais je ne rentre pas dans les détails de l'organisation nationale, encore une fois. Hein. On a fixé de nouvelles rémunérations dédiées, majorées. Donc, on a majoré des actes de PDSA et on a instauré des indemnités d'astreinte pour le médecin de garde. Indemnités, donc, on les décrira un petit peu plus après. Et puis surtout, cette grande notion dont va nous parler ensuite notre ami Philippe Culling, l'instauration de la garde sur le mode du volontariat. Et puis, se sont créées progressivement et ont été financées des maisons de garde sur le territoire. Bon, on en parlera sur l'Alsace, il n'y en a pas énormément, mais bon.
Alors ensuite, après 2002, la grande grève, le début d'organisation, eh bien, la loi HPST est apparue avec tous ces textes, décrets, circulaires d'application qui en ont découlé et qui ont cette fois profondément encore modifié l'organisation de la PDSA, puisque les ARS nouvellement créés ont été chargés de la responsabilité de l'organisation de cette PDSA. Que ces ARS donc ont dû écrire des cahiers des charges régionaux de la permanence de soins et puis surtout qu'on leur a confié son financement pour la partie forfaitaire, en tout cas aujourd'hui encore. Donc partie forfaitaire, c'est-à-dire les astreintes et la rémunération de la régulation libérale. Et puis, on a la loi HPST a quand même instauré le numéro 15 en tant que numéro d'appel de PDSA, c'est-à-dire que dans la loi, c'est un numéro unique et dans le décret, c'est le 15, en gros. Hein. Il y a un projet de loi en cours, on ne va pas encore s'engager là-dessus, mais bon. La loi également a reconnu, ça c'était une première, les plateformes d'appel d'associations de permanence de soins type SOS médecins, ainsi que leur numéro d'appel. Et puis, la loi a également défini une rémunération minimale horaire de la régulation libérale de 70 € de l'heure, avec la possibilité d'en adapter le montant à la hausse en fonction des suggestions, c'est ce que dit la loi. Et l'Alsace se situe dans la moyenne nationale entre 70 et 120 €. Madame Kirchstetter nous en parlera de façon plus précise pour ce qui est de l'Alsace. Alors, notre organisation alsacienne. La sectorisation est donc finalisée. Madame Kirchstetter nous en parlera. Les horaires. Alors, au fil du temps, on s'est aperçu que de secteurs de plus en plus nombreux arrêtent maintenant leur garde à minuit, puisque la possibilité leur en a été donnée. Et, mais avec quand même un bémol, sous réserve que la majorité des médecins du secteur la demandent. C'est-à-dire que ça reste quand même démocratique et c'est les médecins qui, in fine, décident de continuer ou pas la garde de leur secteur après minuit. La rémunération, l'astreinte, 12 heures le dimanche, 150 €, début de nuit, 50 €, minuit, 8 heures, 100 €, samedi après-midi, 100 €. Bon. La régulation, chez nous, 75 € de l'heure avant minuit le week-end, 115 € de l'heure de minuit à 8 heures. Oui, on a gardé ça. Les actes régulés, dimanche et jour férié. Ouais, bon, il y aura un redit, hein, tant pis, on a oublié d'enlever le slide. Les actes régulés, dimanche et jour férié, 53 €, consultation 49,50 €. Vous voyez qu'entre la visite et la consultation, l'écart n'est pas énorme. Début de nuit, visite 69 €, consultation 65, nuit profonde. Je dis visite nuit profonde parce qu'il n'y a quasiment pas de consultation en nuit profonde. C'est pas 82,50 €. Si, c'est 82,50 €. J'avais mis 83, je m'étais trompée avant. Régulation libérale. Alors, tout médecin libéral peut participer à la régulation libérale. Elle s'effectue chez nous en centre 15. Et elle a cette particularité chez nous, c'est qu'elle est répartie entre 4 associations de médecins régulateurs en Alsace. Pour le 67, il s'agit de l'ADPS, donc qui regroupe en gros tous les médecins de garde, entre guillemets, de cabinet. La SUM 67, qui est une association de permanence de soins, et SOS Médecins. Pour le Haut-Rhin, c'est Régulib 68 qui organise le tableau de régulation libérale. Les nuits profondes donc, ont été mises en place récemment. La régulation est partagée et régionalisée entre les deux départements et se fait donc un médecin régulateur nuit profonde régule à la fois le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. C'est assez récent, ça date de 6 mois, un an. Avril 2013. Alors les enjeux de la PDSA quand même. Donc, risque de démantèlement de la prise en charge de la PDSA au profit d'une prise en charge hospitalière. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on s'aperçoit quand même que la démographie médicale n'est pas très favorable et qu'on sent bien quand même que les médecins, pour la plupart, souhaitent arrêter la garde à minuit. Et c'est quand même entre minuit et 8 heures, quand le secteur n'est plus couvert, une prise en charge hospitalière qui prend le relais, forcément. Hein. S'il n'y a plus de médecins libéraux, il y a forcément une prise en charge hospitalière. Et c'est aussi une contrainte, enfin on le perçoit, en tout cas dans ce qu'on entend, pas toujours, hein, certes, mais on perçoit quand même que pour les
futurs nouveaux installés ou pour les jeunes, c'est une contrainte qui peut démotiver justement à l'installation. Hein, en zone rurale, on se dit que si on est de garde tous les 3 jours ou tous les 5 jours, finalement, on va peut-être choisir de s'installer ailleurs. Donc, c'est quand même un vrai souci. En revanche, alors, pour ce qui est du monde libéral sur la permanence de soins, on voit au contraire que les associations d'urgentistes libéraux, dont c'est métier, évidemment, au contraire, augmentent leur secteur d'intervention et augmentent leur activité. Mais c'est vrai que c'est plutôt sur les zones urbaines et suburbaines. Alors, les évolutions prévues, j'en ai quand même dit un petit mot dans la future loi de santé parce que c'est un secret de polichinelle, finalement. C'est l'implication et le rôle grandissant des ARS dans cette organisation. On nous promet un numéro spécifique de PDSA différent du 15. Alors moi, j'entends numéro unique, numéro national. On entend aussi que finalement, chaque ARS pourra décider de garder même le 15. Enfin, tout ça n'est pas encore très clair. Je pense qu'on va avoir des éclaircissements bientôt. Et une prise en charge hospitalière reconnue et confortée dans la PDSA, le fameux petit article 8 qui se glisse dans les missions de l'hôpital, les nouvelles missions de l'hôpital auxquelles on confie désormais la PDSA. Voilà. Merci Mylène. L'article 8 a été adopté en commission des affaires sociales première lecture. Madame Kerstetter, s'il vous plaît. Merci. Comment on fonctionne avec l'ARS? Qu'est-ce que vous faites pour nous? Oui, c'est surtout l'organisation actuelle. Donc, comme le précisait Madame le docteur Kiffer, l'ARS est donc en charge de l'organisation de la permanence des soins, organisation qui est définie dans un cahier des charges régional. Mais bien évidemment, cette organisation, l'ARS ne la définit pas toute seule, mais bien ici en région, je pense comme dans beaucoup d'autres régions, en concertation avec l'ensemble des partenaires concernés. Je rappelle effectivement que le cahier des charges est arrêté et révisé chez nous annuellement après concertation des différentes instances et après avis notamment de l'URML des médecins, les conseils départementaux de l'ordre des médecins et notamment les préfets de département. Donc, s'agissant de son organisation, sans faire trop de redites, on compte les périodes de PDSA sont au nombre de 4, donc tous les jours en semaine de 20h à 8h, le samedi de 12h à 20h, dimanche et jour férié, journée, 8h, 20h, et également les lundis lorsqu'il précède un jour férié, vendredi et samedi qui suivent un jour férié. La rémunération des astreintes a été portée ici en Alsace à hauteur de 50 € par plage de 4 heures. Alors, il faut quand même préciser que ce forfait peut être modifié en fonction de la taille du territoire, ce qui est le cas chez nous pour la région Alsace ou pour le territoire qu'on appelle de Mulhouse élargi en deuxième partie de nuit, qui fusionne plusieurs territoires de garde. L'astreinte a été portée à 350 € pour la plage minuit 8 heures. S'agissant de la sectorisation, le département du Bas-Rhin compte 44 territoires de garde, 40 après minuit, du fait de fusion de certains territoires. Donc c'est une sectorisation qui n'a pas bougé depuis fort longtemps. 28 territoires de garde pour le département du Haut-Rhin et 23 après minuit. En sus de ces territoires de garde, on compte 4 points fixes de garde dans le Bas-Rhin. Donc, une consultation médicale de garde qui est située à proximité des urgences de Haute-Pierre, pour ceux qui connaissent, gérée par l'ASSUM 67. Et 3 espaces réservés aux consultations gérés par SOS Médecins, un à Strasbourg, un à Cronenbourg, un sur la ville d'Haguenau. Dans le Haut-Rhin, on compte 5 points fixes de garde, une consultation médicale de garde implantée dans les locaux de l'hôpital Schweitzer à Colmar, une maison médicale de garde, comme disait tout à l'heure le docteur Kiffer, donc à Mulhouse, une autre maison médicale de garde à Thann et une consultation médicale de garde dans le Sungo à Altkirch. Concernant l'activité en période de PDSA, donc on a souhaité juste vous présenter quelques chiffres sans faire bien sûr une évaluation bien particulière. On exclut dans ces chiffres les grandes agglomérations urbaines qui, elles, concentrent un maximum d'actes. Donc on compte sur la première partie de nuit, donc 20h minuit, en moyenne, c'est bien une moyenne, moins d'un acte par nuit.
En deuxième partie de nuit, effectivement, on a une grande diminution de l'activité avec un acte toutes les 4 nuits en moyenne. Et par contre, sur les week-ends et jours fériés, on compte en moyenne 5 actes sur la journée. Alors, il faut préciser que c'est une moyenne qui a de grandes disparités selon les territoires ou avec des territoires qui, en première partie de nuit, peuvent voir à des chiffres jusqu'à 3-4 actes en première partie de nuit. Donc, au vu de cette faible activité et notamment des demandes grandissantes des médecins participant à la permanence des soins de cesser les gardes après minuit, il a été acté depuis 2013 la possibilité, donc, dans le cahier des charges, de laisser la possibilité aux territoires qui le souhaitent d'arrêter la permanence des soins après minuit. Cet arrêt, comme le précisait Guylaine, est toutefois soumis à 2 conditions. Il faut que la majorité des médecins le souhaitent, et un délai de prévenance de 3 mois est à respecter par rapport à la date d'arrêt qui ne peut prendre effet que le premier lundi ouvrable de janvier ou de juillet. Alors ça a été un choix parce qu'une fois qu'un territoire s'arrête, au niveau de l'agence, on fait un courrier à l'ensemble des maires des communes du territoire pour leur préciser ce changement, pour qu'il puisse y avoir une communication auprès de la population. Donc malgré ces demandes d'arrêt, on constate quand même que la moitié des territoires a cessé l'effectuation après minuit. Mais toutefois, 71% de la population dans le Bas-Rhin et 57% dans le Haut-Rhin sont encore couverts par la permanence des soins après minuit, bien sûr du fait d'une forte concentration de la population dans les grands centres urbains. Les cartes sont assez parlantes, donc elles vous présentent l'état des lieux des territoires non couverts par les gardes après minuit en rouge. Donc effectivement, vous voyez, près de la moitié des territoires sont en arrêt après minuit. En blanc, vous voyez les territoires encore couverts par la permanence des soins après minuit. Et en jaune, ce sont également des territoires encore couverts et gérés par SOS Médecins et pour la CUS, l'assume également. Donc, après les astreintes, quelques mots sur l'organisation actuelle de la régulation en Alsace, donc, qui compte 70 médecins régulateurs volontaires dans le Bas-Rhin et 14 dans le Haut-Rhin. Le forfait de régulation est rémunéré pour l'Alsace à hauteur de 75 € de l'heure pour la plage 20h minuit. Et cette rémunération a été portée à 115 € par heure sur la plage minuit 8h. S'agissant de l'activité, on a un nombre d'appels qui varie fortement en fonction des jours et même des heures, avec une activité soutenue et importante, notamment le dimanche matin, puisque un régulateur peut être amené à prendre en charge plus de 15 appels en une heure, sur une heure. Donc, afin de pallier effectivement l'arrêt des gardes après minuit, mais également d'améliorer la régulation médicale des appels, on a souhaité, avec l'ensemble des partenaires, mettre en place une régulation régionale après minuit, donc qui est commun aux 2 centres de réception et de régulation des appels. Et elle a été mise donc en place depuis avril 2013, maintenue sur 2014, et nous allons prochainement faire l'évaluation puisque les sous-comités médicaux vont se réunir. Mais je pense qu'il n'y a absolument pas de souci que cette régulation régionale, puisqu'elle apporte des réponses, va être renouvelée sur 2015 avec la participation de 30 médecins barinois et 5 médecins orinois. Donc à noter qu'hormis pour la régulation régionale en nuit profonde, puisqu'elle est régionale et commun aux 2 centres de réception de régulation des appels, et pour des raisons techniques c'est encore un petit peu compliqué, les médecins ont la possibilité de réguler à partir de leur domicile, donc sur les autres plages horaires. Donc juste en 2 mots pour conclure, on peut voir que l'organisation de la permanence des soins a évolué au cours de ces dernières années, mais aujourd'hui, on a un dispositif à peu près stabilisé grâce notamment à un véritable travail de partenariat entre les différents acteurs concernés. Merci beaucoup, Madame Kerstetter. On posera des questions après, si vous voulez bien. On vous remercie. Philippe, à toi. Merci, Marcel. Oui, alors Philippe Killing, j'interviens au nom du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Bas-Rhin.
Très rapidement, pour ceux qui l'ignorent, j'aimerais quand même donner, mais c'est fait en 5 secondes, les missions de l'ordre. L'ordre a donc un rôle moral qui convient donc avec le code de déontologie. Il a aussi un rôle administratif, par exemple le tableau de l'ordre, etc., la qualification de spécialiste. Il a aussi un rôle juridictionnel, donc vous pouvez être traduit devant le Conseil de l'ordre des médecins au niveau du Conseil régional, et si vous faites appel au niveau du national. Il a aussi dernièrement un rôle d'entraide pour les confrères qui le nécessitent, soit pour raison de santé ou autre. Donc vous voyez que le code de déontologie est quand même le fondement de notre pratique, et de ce code de déontologie fait appel aussi à la PDS, à la permanence des soins, sur son article 77. Donc cet article 77 a été un peu amélioré, je dirais, puisque l'obligation s'est transformée en devoir. Donc vous voyez que le devoir est quand même un peu plus souple que l'obligation. Cela étant dit, cet article 77 que je vous lis, il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et règlements qu'il organise. Cet article 77 s'articule très bien avec la loi en vigueur, que je vous montrerai tout à l'heure. Bon, il y a l'article 78 qui est accessoire, qui dit que lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgence ou d'astreinte, le médecin doit prendre toute disposition pour être les gens au plus vite. Il est noté aussi qu'il peut mettre sur son véhicule un logo ou autre montrant qu'il est de garde. Voilà. Donc là, nous rentrons un peu dans le dur, je dirais, parce que cette loi a un peu évolué. Comme disait Guylaine tout à l'heure, en 2002, suite au mouvement contestataire de la profession, la loi a prévu le volontariat. Donc c'était quand même une fondamentale pour notre exercice, puisque ça a changé fondamentalement donc notre exercice de médecin. Puis en 2006, la mission que vous accomplissez au niveau des gardes est une mission de service public. Alors ce qui est important aussi, c'est que, si vous ne le savez pas, il vous arrive une bourde au niveau des gardes, si vous-même vous êtes victime d'un dégât, d'un dommage, ou vous infligez à un de vos patients, on ne peut plus porter plainte. Un patient ne peut plus porter plainte contre vous, ça sera l'État. Ça sera le ministre, soit le représentant de l'État au niveau du département ou le procureur. Vous voyez quand même que c'est important. Et s'il y a des dommages et intérêts, là aussi c'est intéressant de le dire, s'il y a des dommages et intérêts dans le cas de votre permanence des soins, c'est l'État qui doit prendre en charge. Ce qui en fin de compte, dans la pratique, n'est pas du tout évident, puisque quand même, les médecins quand même sont encouragés à prendre une assurance professionnelle qui pourra se retourner secondairement donc contre l'État. Voilà. À part ça, il y avait donc, si tu veux retourner après, je sais pas si c'est la suite, non. Alors, ce qui est intéressant ici dans ce texte, c'est que, en fin de compte, le conseil départemental de l'ordre fait un peu un état des lieux. Donc il regarde comment ça fonctionne dans les différents secteurs du département. Et c'est à lui de voir si le tableau peut être pérennisé ou pas. Donc, dans la loi, le Conseil de l'ordre peut alerter l'ARS, et l'ARS peut alerter le préfet, et le préfet peut réquisitionner. C'est vraiment, en dernier lieu. Bon, la réquisition, vous savez que la réquisition, c'est quelque chose d'assez dramatique. Pour un médecin, vous voyez quand même quelqu'un venir, les forces de l'ordre venir chez vous, c'est nominatif, c'est formel, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Si vous vous soustrayez à la réquisition, vous êtes passible d'une amende assez importante et vous êtes aussi passible du tribunal correctionnel. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des procédures civiles. Donc, je voulais aussi parler au niveau de cette loi qui a évolué. Le conseil départemental de l'ordre des médecins a aussi
comme prérogative de dispenser les médecins qui le demandent. Alors j'ai un peu lu à droite à gauche ce qui se passait dans les régions françaises. Chez nous, tout médecin au-dessus de 60 ans peut être dispensé de la PDS. Dans d'autres régions, ce n'est pas le cas, parce que dans d'autres régions, le conseil départemental, qui est peut-être en but à une désertification médicale, dit que si un médecin peut exercer la médecine la journée, il peut faire des tours de garde même après 60 ans. En fin de compte, ça reste à discuter, et c'est au sein de notre conseil que l'on discute de ça. Cela étant dit, au niveau du Bas-Rhin, l'âge de 60 ans est toujours un âge où, au-dessus de 60 ans, où on peut demander sa dispense. Deuxièmement, vous avez pour raison de santé. Alors, raison de santé, effectivement, faut quand même que ça soit des raisons assez sérieuses. Et donc, si le médecin décide ou demande son exemption du retour de garde, il faut qu'il produise un certificat médical, ce qu'il fait d'habitude. Et après, c'est au conseil de voir si cet avis est justifié. Mais alors, il y a certains conseils qui disent aussi que, attention, ça peut être à double tranchant, hein. Si un médecin demande à être dispensé, admettons, pour des problèmes psychiatriques ou des dépressions, un conseil peut s'interroger sur le fait qu'il exerce encore dans son cabinet, qu'il peut être quand même assez dangereux. Alors vous voyez que c'est quand même une arme à double tranchant, donc il faut se méfier, le médecin doit se méfier un peu de ces demandes d'exemption. Alors dernière exemption, c'est l'exercice de la médecine. Alors il est évident que les angiologues, par exemple, on ne peut pas leur demander de faire le tour de garde, simplement parce qu'ils n'ont plus la pratique de la médecine. Vous conviendrez qu'un angiologue ne peut plus soigner, ne peut plus faire de médecine générale. Des cas comme l'acupuncteur, éventuellement l'homéopathe, on peut s'interroger aussi sur le fait s'ils peuvent être amenés à faire des gardes de manière tout à fait cohérente. Voilà. Donc voilà pour en ce qui concerne les exemptions de conditions d'exercice. Alors, pour conclure, vous voyez bien que la notion de volontariat, c'est quand même la pièce fondamentale de cette architecture, hein. Qui est maître du jeu? Est-ce que c'est le Conseil de l'ordre? En fin de compte, le Conseil de l'ordre est peut-être, disons, instrumentalisé. Donc il faut que nous prenions garde à ça aussi. Mais vous voyez bien que c'est l'ARS qui détient effectivement beaucoup de pouvoir, en l'occurrence. Là, c'est un avis tout à fait personnel que je vous livre et que je vous livre à votre réflexion. Chez nous, ça se passe bien parce qu'il y a encore, les secteurs sont bien, plus ou moins bien pourvus. Mais vu l'évolution de la démographie médicale, je ne sais pas combien de médecins, qui ont au-dessus de 60 ans chez nous, mais ça commence à faire beaucoup. Donc, dans quelques années, au moins un quart des médecins généralistes ne seront plus sur le terrain, ce qui posera d'énormes problèmes. D'énormes. Alors, vous voyez que l'ARS, bras armé, va pouvoir réquisitionner, et les pauvres médecins qui vont se rester sur le terrain, dans des secteurs tout à fait éloignés, vont être soumis à une pression épouvantable. Ce qui, malheureusement, va encore à l'encontre de l'installation de nos jeunes, qui vont pouvoir être un peu effrayés par cet état de fait. Et je pense que c'est un tournant fondamental. Je remercie aussi, et je l'ai déjà dit, les associations de médecins urgentistes qui font un travail quand même épatant sur le terrain et qui prennent en charge, disons, les déficiences, quelquefois, dues à ces désertifications. Et voilà. Voilà, alors si vous avez des questions à poser, je laisse la parole de Mme Marcel qui pourra... Merci à tous les intervenants. Probablement, effectivement, comme l'a dit Dr Culling, avez-vous des questions? Oui. Un micro, tiens. de la prise en charge
connu une évolution qui a fait que les médecins libéraux se sont détachés pour des raisons variées, quelquefois parfaitement pertinentes de la PDSA. Le résultat, effectivement, qui était quand même un peu attendu à long terme, c'est que ceux qui allaient par défaut la prendre en charge réclament des attributions, notamment des attributions financières de la reconnaissance et de prise en charge. Alors, le problème, c'est est-ce que c'est une véritable attractivité? C'est-à-dire qu'on voit que sur un dispositif qui rémunère les limites profondes, 150 €, est-ce qu'on a une véritable attractivité? Alors, je sais bien que nous, on a construit un modèle différent, avec l'ambition de couvrir le 24 heures sur 24 de façon permanente, avec une limite profonde qui est assurée par 2 médecins par département. Finalement, la limite, c'est 2 autres par département. Avec une rémunération qui, effectivement, est suffisamment attractive pour que les médecins n'aient pas à travailler le lendemain. C'est-à-dire que s'il fait ses 12 heures de garde, il a, rien qu'en astreinte, il a 800 €, auquel s'ajoute. On a bien compris, Hervé. Ouais. Oui. On s'est interrogé aussi là-dessus, et donc je vais laisser la parole à Guylaine en tant que responsable de la commission de notre union. On s'est interrogé là-dessus, rassure-toi. Moi, je dirais que toutes les organisations libérales sont bonnes à prendre, dans la mesure où elles sont construites dans le dialogue et dans le partenariat en local, et que ça fonctionne, et que de surcroît sont des libéraux. Ben voilà. Mais il faut effectivement qu'il y ait un vrai dialogue avec tous les partenaires. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est tout. Mais moi, je considère que tu es inquiet, Marcel. Moi, je ne le suis pas tant que ça. On va trouver des solutions au fil du temps, parce que tant qu'on est dans une relation avec l'ARS de dialogue, encore une fois, et qu'on entend les contraintes et que chacun est capable de bouger un petit peu sur ses positions, et puis qu'on est capable de mettre aussi un petit peu d'argent, parce que quand même, il y avait une enveloppe au démarrage dédiée. Certes, elle ne l'est plus. Il faudra peut-être repiocher là où l'argent est parti le moment venu. Mais moi, je pense sincèrement que, encore une fois, mais ce n'est pas le cas dans toutes les régions, on en est bien conscient, mais en tout cas en Alsace, pour l'instant, ça peut changer demain. Hein. On va peut-être avoir une grosse région, ce sera peut-être plus compliqué, je ne sais pas. Mais en tout cas, tant que des libéraux s'écoutent, s'entendent entre partenaires, acteurs de la permanence de soins, on va trouver des solutions. Parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser le vide total s'installer. Moi, je pense que là, les libéraux feraient vraiment une grave erreur. On est bien d'accord. Et si les libéraux arrêtent, leur place est prise tout de suite, quoi. Hein, y avait une question en haut. François Pellissier, médecin généraliste dans le Bas-Rhin. Une précision, j'étais surpris d'entendre que la PDS était d'ordre de mission de service public. J'avais la notion que c'était que la régulation, premièrement. Et deuxièmement, par rapport à et donc, de fait, quand il y a un problème qui survient pendant la garde, ce n'est plus le médecin faisant la garde qui serait responsable, mais plutôt l'État. Alors, donc j'aimerais avoir des précisions ou des certitudes sur ce point-là. Et deuxièmement, c'est une réflexion par rapport à l'avenir de la PDSA, et là c'est quels que soient, je dirais, les départements. Quelle est la volonté ou le souhait des jeunes médecins, puisque en fait, d'ici 5 ans, alors à la CAMF, on nous dit que la moyenne d'âge des médecins en exercice est de 55 ans. Donc dans 5 ans, ce sera 60. Et donc, on va assister à des gruyères de plus en plus importants en termes de secteur de garde. Alors, il y a des personnes qui arrivent sur le marché, bien sûr, mais moi, j'aimerais savoir un petit peu quel est l'avis des jeunes médecins par rapport à cette PDSA. Est-ce qu'ils veulent la faire? Est-ce qu'ils ne veulent pas la faire? Est-ce qu'ils la trouvent incitative? Des choses comme ça. Oui, alors François, merci de ta question. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'évolution de la loi 2002, c'est sorti en 2006. Les médecins qui font la permanence de soins, c'est assimilé à une mission de service public. Donc ça marche, oui, la PDSA. Donc ça marche dans deux sens. En cas de dommages infligés à des patients, éventuellement, ou alors des dommages causés à soi-même quand vous êtes dans la permanence des soins, quand vous êtes de garde. C'est l'État qui prend en charge. Mais en pratique, c'est toujours la même chose, je dirais.
En pratique, c'est toujours la même chose, parce qu'on encourage les médecins à s'assurer contre le risque professionnel à ce niveau-là. Éventuellement, l'assurance pourra se retourner contre l'État, mais vous comprenez les procédures, le temps que ça met. Merci Philippe. Une autre question, j'ai des liens d'intérêt avec la Suisse. Le gruyère n'a pas de trou, c'est Elemental qui a dit ce trou. Oui, donc Florent Herzog, le médecin généraliste remplaçant, et donc président d'Agir, donc qui est le syndicat des jeunes généralistes. Alors je ne vais pas pouvoir donner une réponse globale sur la volonté unique des jeunes, puisque comme pour les médecins installés, elle n'est pas unique, et il y a des profils très différents. On disait, est-ce que la PDSA peut être un frein à l'installation? Je crois qu'il faut absolument éviter ça. Il ne faut pas que le généraliste qui est motivé pour s'installer dans un secteur sous-doté et cette épée de Damoclès de la PDSA qui va lui tomber dessus. Ça, je crois qu'il faut l'éviter absolument. Donc, c'est là aussi que c'est intéressant peut-être de laisser tomber la nuit profonde sur un certain nombre de secteurs, d'autant si c'est 1 ou 2 actes de temps en temps, c'est peut-être quelque chose qui peut retomber sur... si ça retombe sur l'hôpital, moi, ça me choque pas plus que ça. Je pense qu'il faut par contre garder cette activité libérale de garde pour les plages où il y a une activité. On a pas mal de remplaçants qui font quand même un certain nombre de gardes, et sur des secteurs assez variés. Ça peut être un complément d'activité qui est intéressant. Je crois qu'il y a beaucoup de généralistes qui s'en sont rendus compte, qui sont sur les tableaux de garde et qui finalement n'en font quasiment plus aucune, et les donnent toutes, et ça se passe plutôt bien. Donc ça, est-ce qu'il faut entériner ce mode de fonctionnement ou trouver d'autres solutions pour que ça se pérennise et que ce soit peut-être mieux cadré? Ça peut se discuter. Ensuite, c'est vrai que les secteurs sont très différents. Moi, j'ai fait des gardes sur pas mal de secteurs différents. Des gardes à Erstein où on va voir facilement 15 personnes sur un dimanche, alors qu'à Münster, sur le même dimanche, on va en voir 1 ou 2. C'est sûr que pour le remplaçant qui veut compléter un peu ses revenus, qui vient de Strasbourg, aller à Münster pour une indemnité et 1 ou 2 actes, c'est pas forcément intéressant. Donc il faut peut-être réfléchir là-dessus. Ce problème-là, c'est aussi en lien avec la diffusion de l'information. Il faut que les gens soient au courant de cette garde libérale existe, parce que c'est souvent pas le cas. Donc ça, c'est le sens du numéro unique, et j'espère que ça va vraiment se développer. Parce qu'on a aussi en arrière-plan le problème de l'engorgement des urgences. Il y a beaucoup de gens qui ne savent tout simplement pas qu'il y a un médecin de garde. Et si les gens savaient qu'il y avait un médecin de garde, il y aurait donc plus d'actes, ça motiverait le médecin, ça désengorgerait les urgences, ce serait formidable. Voilà. Tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. On reste remarqué dans une histoire de fromage, n'est-ce pas? Vas-y. Peut-être que pour l'instant, l'organisation actuelle, le remplacé qui se fait remplacer, mais c'est sous la responsabilité du remplacé si jamais le remplaçant ne se pointe pas, quoi. Hein? D'accord, ça peut peut-être être bien pour le remplaçant. Peut-être. Guylaine veut compléter? Oui, ça m'interpelle ce que vous dites. C'est la notion quand même d'une garde qui ne soit pas une garde perdue au regard du nombre d'actes effectués. Et ça c'est quand même une nouvelle donnée qu'on entend de plus en plus souvent. C'est qu'au fond, un certain nombre de médecins se désengagent du fait du faible nombre d'actes. Moi, je crois que ça doit vraiment nous pousser à réfléchir. Voilà, pour l'instant, j'en resterai là. On avait un acte où on avait 0 acte, on n'était pas payé, c'était notre devoir déontologique en plus. Et donc, ça a été un énorme progrès de voir des astreintes. Aujourd'hui, en plus, les actes régulés sont quand même bien majorés. Et quand on a la volonté, puisque c'est sur le mode du volontariat, donc ça ne doit pas influencer sur le côté installation, puisque de toute façon, c'est volontaire. Donc il n'y a pas besoin de se poser la question. Après, on se pose la question, est-ce que j'ai envie de prendre des gardes? Mais quand on s'installe, on n'est plus soumis à cette obligation. On ne l'est plus. Donc après, si on veut augmenter, et au départ, on l'a tous fait, nous, dans nos âges, le fait de prendre des gardes, ça faisait augmenter la patientèle petit à petit quand même. Hein. Donc il y a un intérêt local à prendre ces gardes. Sauf que la grosse différence aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus justement dans des territoires de patientèle et que quand on prend des gardes, c'est une mission de service public et on va être appelé à 15-20 km et c'est vrai qu'il n'y aura pas de retombée sur la patientèle. Et on est tombé dans un système de
consommation d'actes d'urgence, qui ne sont pas forcément des actes d'urgence, d'ailleurs, la plupart du temps, que ce soit à l'hôpital ou même en garde. Et là se pose un problème d'éducation de la population. Oui, tu as raison. Je te passe la parole tout de suite. Mais effectivement, le tarif des actes est majoré, mais le nombre des actes est minoré, il l'a bien dit. Il y a des secteurs où la régulation libérale, entre autres au centre 15, se fait si bien ou si mal, je ne sais pas. Quel en est l'objectif, n'est-ce pas? OK. On se retrouve avec des secteurs où il n'y a plus de visites par le médecin de garde ou plus de consultes, ou bien même, moi j'ai 60 ans, je suis orinois, je fais encore mes gardes, et en plus je participe à la régulation libérale au centre 15 du département. Mais tout à fait. Ou des maisons médicales de garde. Les gens, ils ont peur d'appeler le 15, et donc ils filent directement, ils passent plus par la régule. Effectivement, le médecin de garde, il n'est plus dans le journal, donc ils se disent qu'il n'y a plus de médecin de garde, et ils filent soit à la MMG, soit au SAU. Oui, il y a un court-circuit évident, à mon avis, de la régulation libérale. Et puis, encore une fois, la régulation libérale, elle est médecin dépendant. Elle est, voilà, il arrive quand même que on l'observe et on l'entend dans les réunions, je dirais, au plan national, que voilà, il y a des régulations plus ou moins musclées selon les départements, par philosophie, par histoire, parfois, moi, j'oserais même dire par idéologie, même tout à fait personnelle, et que du coup, faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas demander à la médecine libérale de s'engager, lui couper complètement l'accès à un effecteur aux patients et finalement engorger et encore une fois financer ces SAU qui croissent d'année en année et qui ne souffrent d'aucune régulation d'accès. Donc, il y a le problème de la T2A actuelle qui fait que l'indice d'activité des urgences, ça les pousse bien sûr. Et quand ils se plaignent à la télé de Patrice Pelou et autres qui sont submergés, bon là, ils ne sont pas submergés. On est bien d'accord. Tu as une question ? Oui, alors bon, vous avez dit beaucoup de choses que je voulais dire, mais ce qui est principal pour moi en tant que médecin généraliste depuis 35 ans maintenant, c'est que quand même la PDSA, ça fait partie de notre travail. Parce qu'à force de se désengager à droite, à gauche, qu'on ne s'étonne pas qu'il y en ait d'autres qui prennent notre place. Parce qu'il y a quand même un syndicat qui a dit qu'il avait trop de travail. Moi, je ne me suis jamais plainte d'avoir trop de travail. Voilà. Et nos jeunes, il faut qu'ils comprennent que la PDSA, ça fait partie de notre travail. Alors après, à nous de nous organiser. Et quand tu dis cadrer, moi, c'est un mot qui ne me plaît pas. Parce que je suis libérale. Hein, tu vois, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que cadrer, pour moi, c'est les autorités qui me cadrent. Hein, voilà. Le fait qu'on ait réduit les secteurs, on a fait des secteurs de plus en plus grands, avec des gens, il y a une régulation au centre 15, une régulation libérale. Les gens, quand il y a un secteur qui fait 40 ou 50 km, ils vont chez le médecin, mais après, il faut trouver la pharmacie. Alors là aussi, c'est un problème. Chez moi, je suis présidente de mon URPS en Champagne-Ardenne. J'exerce dans les Ardennes. Moi, chez moi, on a mis en place une garde avec les pharmaciens. Moi, dans mon secteur, les pharmaciens me donnent le tour de garde et après, je mets mes médecins, ce qui fait qu'on a du monde au cabinet. Il y a le double langage des urgentistes qui souhaitent conserver le monopole pour avoir les données. Parce que qui a les données a le pouvoir. Ils nous disent qu'ils sont surchargés, ils sont toujours en train de râler. Mais l'autre jour, j'ai eu un Codamus où j'ai abordé le problème en disant qu'il fallait installer une régulation libérale et qu'à ce moment-là, ça allait... Ah, mais alors on va fermer, m'a dit un urgentiste. Voilà, alors d'autre part, quand il y a de l'argent qui est sous-consommé, et chez nous en Champagne-Ardenne, c'est ce qui s'est passé, eh bien, l'argent sous-consommé, on sait la somme qui est sous-consommée, mais on veut nous en donner que la moitié. Alors, où il va cet argent? Je parle pour l'ARS. Hein. Voilà. Vous n'aviez pas de régulation libérale, vous n'avez pas.
c'est un dossier que j'ai sous le coude depuis 10 ans. Et ça fait 2 ans et demi que je travaille avec l'ARS. Et le problème, c'est l'interfaçage. Ils sont malhonnêtes parce qu'il y a des médicaments, il y a des départements où ça marche très bien, chez Luc, du Quesnel, en Mayenne, etc. Mais ils n'en veulent pas. Ils sont sous la pression des SAMU. Donc, bon, on n'abandonne pas pour autant, hein. Mais vous voyez, c'est pas facile. Mais ça fait partie de notre métier. Ça, c'est très important. Hein. On te remercie vivement déjà pour ta venue, c'est sûr, et pour tes questions et tes témoignages. Philippe, tu as... Merci de votre intervention. Très rapidement, j'ai fait des gardes à l'époque, effectivement, comme médecin généraliste, et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un pan fondamental de notre exercice. C'est la garde, c'est la permanence de soins. Il ne faut pas la laisser tomber. Il ne faut pas déléguer la tâche parce que le gouvernement va rentrer par cette porte-là, parce qu'on délègue maintenant aux pharmaciens, on délègue aux infirmiers. On va bientôt déléguer aussi aux ambulanciers. D'ailleurs, on voit de part et d'autre des ambulances avec des types qui prennent l'attention, etc. Effectivement, il faut s'attacher à cette partie importante de notre profession. Et j'invite les jeunes à surtout respecter, effectivement, et défendre la PDS. Non. Mais je crois que les jeunes, malheureusement, entre guillemets, ont un autre mode de vie, ont accès à beaucoup plus de loisirs. Nous, on est encore les derniers un peu Manitou de la profession. Hein. Marcel, je ne sais pas si... Oui. Vous avouerez, madame, que quand vous êtes 15 jours sur le... Là, il faut être en association. Quand vous faites une garde de week-end et que vous êtes 15 jours en train de bosser, vous pouvez être dangereuse. Et c'est le type qui... Non, mais entre nous, ça, je le dis, entre nous. Donc, voilà. Il faut s'organiser. Tout à fait d'accord. Je pense que les astreintes, il n'y a pas d'objection à les faire évoluer aussi, hein, les montants, mais je pense que ça dépend aussi de la taille du territoire couvert. J'entends Bretagne, il y a 2 territoires finalement. Par département, on en a 40 dans le Bas-Rhin, 28 dans le Haut-Rhin. Voilà. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas d'objection à monter l'astreinte si on augmente le territoire. Il va y avoir aussi un autre problème d'ici peu, et il va arriver, c'est exactement ce que tu disais, il va y avoir le problème de la durée du temps de travail et du repos compensateur qui va nous tomber sur le nez. Ça va être extrêmement... Alors, c'est l'Europe. C'est à mon avis surtout la justice. C'est à mon avis surtout la justice. Quand on aura justifié un accident médical après X heures de boulot, je crois qu'on aura un sérieux problème. Donc je pense qu'il faut prendre ce problème très très au sérieux actuellement sur la gestion des gardes et des régulations. « 44. C'est clair. Probablement plus efficace, même si on n'a pas encore de repos compensateur. Mais on peut le fermer. Il n'est pas écrit dans le nouveau projet de loi qu'on régule l'accès des SAU, en tout cas. Non. Il n'est pas écrit ça. Écoutez, je vais essayer de respecter les horaires. Vous en êtes d'accord ? S'il n'y a plus de questions vraiment qui vous brûlent, on va faire la conclusion. On va vous remercier d'avoir été là à l'heure et puis d'avoir été intéressant et intéressé. Et puis merci aux experts. Merci pour tout le boulot qu'on a fait en amont. Je pense que vous l'avez vu, pour cet atelier et pour d'autres, pour les plénières, la plénière à venir, pour les plénières passées, je pense que vous avez vu que l'Union régionale des médecins libéraux a beaucoup bossé. Salut.